Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Time to Gemba. Aujourd'hui, ça va être le feu. Je suis chez TEUS Industries, plus de 100 ans d'histoire. On va parler émotion, conception, évolution. Mais juste avant ça, jingle. Tu veux libérer le potentiel de croissance de ton business, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi, moi c'est Christophe. Si tu me suis, tu sais que je suis passionné par la conception produit et l'entrepreneuriat depuis plus de 20 ans. J'accompagne des centaines de dirigeants à réussir la croissance de leur entreprise grâce à la stratégie Lean. It's time to Gemba. N'oublie pas, il te suffit d'un Gemba pour découvrir une idée cachée, une pépite, un insight. Allez, c'est parti, suis-moi. Ok, on est chez TEUS, on va aller à la rencontre de Mathieu et de Jocelyn. Moi, ce que j'ai envie de regarder, c'est l'évolution de leur boîte. La boîte, elle a 100 ans, elle est repartie sur un cycle. Et donc, il y a toujours des changements intérieurs et extérieurs. Changement intérieur, le décès de Dominique Imbert, comment on conserve l'esprit du produit, les cheminées focus, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève, c'est quoi l'impact sur les clients, l'impact sur les collaborateurs. Et le changement extérieur, l'impact environnemental, les foyers ouverts doivent devenir des foyers fermés. C'est quoi l'impact sur les technos, c'est quoi l'impact sur les people, c'est tous ces changements-là que j'ai envie de regarder. TEUS pratique le Lean, je pratique le Lean, on pratique tous le Lean. Pour aborder la croissance et l'évolution de leur entreprise, le message que j'ai envie de t'envoyer, c'est que le Lean, ce n'est pas juste une méthode pour organiser la production, ça peut être vu comme une stratégie pour développer l'évolution des gens, pour leur donner la capacité d'évoluer dans la boîte. Donc c'est ce qu'on va aller regarder. C'est parti, let's go sur le Gemba. Bonjour, salut Mathieu. Salut Christophe. Comment ça va? Bienvenue chez TEUS Industries, ça va Merci. super bien aujourd'hui. Merci beaucoup de nous recevoir. TEUS, c'est quoi? Où est-ce qu'on est ici, etc. Alors là, TEUS Industries, vous êtes donc au cœur d'une chaudronnerie, ça fait plus de 100 ans qu'on existe. C'est une centaine de personnes. On fait à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et donc on fabrique exclusivement des cheminées Focus. 100 ans d'histoire. On est reparti sur un cycle. Comment on s'adapte aux évolutions? Est-ce que vous avez des challenges? Décès de Dominique Imbert qui a un impact sur les produits. Comment tu abordes tout ça? Donc au niveau de l'entreprise, on a toujours cherché à quand même pérenniser les différentes structures. Dominique Imbert est décédé en 2021, mais en fait il avait déjà transmis en fait, le savoir et les rênes de l'entreprise à deux anciens de l'entreprise qui portaient l'ADN entre eux, de créativité, d'innovation. On crée de l'émotion aussi chez nos clients, c'est vraiment important pour nous. On cherche vraiment à être là en fait, dans les 50 prochaines années. Il faut qu'on s'assure que chaque génération puisse transmettre les valeurs de l'entreprise de génération en génération. Donc c'est ici que ça se passe au niveau de l'industrie. On va aller rentrer dans les ateliers pour voir un petit peu comment ça se fabrique. Ce modèle qui est derrière, c'est un modèle, on a fabriqué des cheminées ouvertes. En fait, on a commencé, c'est les origines de nos cheminées, parce que l'idée c'était comment on amène la flamme au cœur des foyers. Parce qu'en fait, généralement, les familles se rassemblent autour de la flamme. Et donc c'était vraiment cet esprit, comment on rassemble toute la famille dans un lieu unique où on échange les histoires, les anecdotes et comment on transmet le savoir. C'est à ce moment-là qu'on va transmettre le savoir aux différentes générations. Pour pouvoir aller plus loin, et on a eu besoin aussi de se battre contre les réglementations. C'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge, les réglementations, mais c'est un challenge qui nous permet d'avoir de l'apprentissage et puis d'affiner nos produits, de les améliorer. Donc ça, c'est aussi important pour nous. Finalement, on s'en sert vraiment comme une opportunité plus qu'une contrainte. On a vraiment un regard aussi sur l'impact environnemental. Il est hors de question que nos cheminées polluent l'atmosphère, ça c'est hors de question. Donc on doit toujours monter d'un cran en termes de performance de nos produits. Et donc il a fallu qu'on s'adapte aux produits que l'on fabrique et à la complexité des produits. Là, une cheminée comme celle-ci, il y avait une dizaine de pièces. On arrive maintenant avec des modèles beaucoup plus complexes, 250, 300 pièces. Des foyers qui faisaient 60 kg, ils en font 300 kg aujourd'hui. Donc c'est comment on apprend en fait, de l'évolution de nos produits, comment on transmet l'apprentissage auprès de nos collaborateurs et comment on va pouvoir nous adapter très rapidement pour pouvoir fabriquer ces pièces. Par rapport à tout ce que tu as dit là, l'idée Time to Gemba, on va sur le terrain. Par rapport à ce challenge-là, c'est quoi les endroits que tu as envie de nous faire visiter pour qu'on comprenne comment ça se traduit? Pour s'adapter, on ne va pas aller voir des robots, on va aller voir des hommes, on va aller voir le capital humain de l'entreprise. Ça, c'est très important pour nous, donc on va aller sur le terrain, on va aller voir les équipes, on va voir ce qui se passe pour pouvoir nous adapter et affronter les défis de demain.
J'ai l'impression que Time to Gemba, c'est oui, on va sur le terrain, mais par contre, on passe un bon moment. C'est quand même ça le point clé de l'émission quand même. Tu es d'accord? On est là pour passer un bon moment. On est là pour passer quand même un bon moment. Allez, c'est parti. Ok, là on met les bouchons et c'est parti. Je t'entends plus. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Allez, on traverse ici. Là, Christophe, on est au cœur du laboratoire. C'est ici qu'on va développer l'ensemble de nos modèles, qu'on va chercher à avoir les meilleures performances. Donc c'est très important. Dans l'ensemble de nos technologies, on a voulu aussi faire de la diversification énergétique. C'est vraiment important pour nous. On est persuadé qu'il nous faut un mix. Tout le monde ne pourra pas consommer que du bois, que du gaz, de l'éthanol ou autre. Donc on a besoin d'avoir un mix énergétique. Dans le développement de nos nouveaux produits, on cherche à développer aussi nos équipes, même au niveau du service engineering. Parce que si on a des bonnes personnes, on a des bons produits. Là, les produits qu'on développe aujourd'hui, c'est à peu près 300 pièces. À l'époque, la pièce originale, en fait, elle faisait 15-16 pièces, pas plus. Donc il y a vraiment un gap de connaissances à avoir en termes de développement produit, de performance. Après, il va falloir s'adapter aussi même jusqu'en production. Parce que finalement, une pièce qui fait 30 kg, une pièce qui en fait 300 kg, tu n'as pas les mêmes enjeux, tu n'as pas les mêmes problématiques. Donc on doit travailler au quotidien avec les équipes pour trouver les bonnes conditions de travail et réaliser des produits comme cela. Si je reprends du début, là, dans le hall, tout à l'heure, tu me montrais une cheminée ouverte. Ouais. Il y a combien à peu près de pièces dans cette cheminée-là? Là, allez, tu as entre 10 et 30 pièces grand Ok. maximum sur des pièces des foyers d'hiver comme cela. Ok. Là, on est entre 250 et 300 pièces. Ok, donc 10 et 30 pièces. L'évolution, c'est une obligation légale. On n'a plus le droit de faire de foyer. L'obligation, elle n'est pas sur le nombre de pièces, mais l'obligation, elle est sur la performance de ton produit. Ok. Donc en fait, c'est comment tu captes l'air de l'extérieur, tu l'amènes dans ton produit, Ouais. tu crées la meilleure condition possible et tu rejettes le moins de particules possible dans l'atmosphère. Et là, Ça, on doit c'est travailler. légal. Ça, c'est une obligation. Ça, c'est la réglementation. C'est la réglementation. Sur la performance des produits. Ok, d'accord. Et donc, on a une évolution de notre produit et on se retrouve avec un produit comme celui-là. Ouais. Ok, d'accord. Et là, c'est à combien de pièces à peu près? Là, entre 250 et 300 pièces. Ok, Modèle fermé ok. avec la vitre. Là, tu vois, ça renvoie la chaleur. Là, je Tu le sens. Là, je Ouais, le tu sens. vois. Là, je suis bien là. Là, Ouais. je suis vraiment bien. En termes C'est le d'impact, côté chaleureux, tu vois. ouais, c'est ça que j'allais dire. En termes d'impact côté émotion produit, côté client, comment c'est perçu Alors, l'objectif de l'entreprise, c'était de ne pas toucher le design extérieur. Ça, c'est un design qui a été élu le plus bel objet du monde en 2009. Donc, tu vois, on en a enterré un modèle en Italie pour que dans 50 ans, les gars puissent le déterrer et voir les produits. Ok. Donc, en fait, ces produits-là, on a besoin de... que ça respecte quand même un certain design d'origine. Donc, ouais. En fait, on doit vraiment respecter l'enveloppe, le coup de crayon en fait, de l'artiste. Et nous, on bosse dedans. Et donc, en fait, ce qu'on a toujours dit, c'est pas la technique qui mènera la loi, c'est le design qui imposera la forme, en fait. Et la technologie doit s'adapter. Ok. J'essaye de comprendre ce 15 pièces, 300 pièces, l'évolution. Donc on essaye de conserver quand même l'émotion du produit, le design pour que nos clients soient toujours satisfaits. Qu'est-ce qui est dur là-dedans? C'est quoi les sujets d'apprentissage quand tu vois ce type de pièces, moi qui connais rien? Alors nous, on vient de la chaudronnerie, donc tu vois, tu prends des pièces que tu vas former, la matière travaille. Hein. C'est comme la matière vivante, du coup, il faut vraiment façonner la pièce. Donc quand tu fais du foyer ouvert, ben, vraiment tu adaptes les pièces et en fait tu arrives à façonner le produit. Là quand tu as 300 pièces, on passe du centimètre au millimètre, on puisse anticiper les variations de matière, on puisse anticiper la déformation de la matière quand on va chauffer, quand on va souder. Il y a tout un travail qui est fait en laboratoire, auprès du bureau d'études, pour travailler sur les pièces et surtout gérer la gestion du flux. Parce que quand l'air en fait, rentre dans le foyer, c'est pas on envoie de l'air, ça brûle, c'est terminé. Il y a tout un circuit à l'intérieur qui permet d'avoir la meilleure combustion possible pour avoir le plus haute performance. Ok, d'accord. Donc il y a une notion de comment je garde le sourire de mon client, l'émotion au niveau du produit. Au niveau du produit, il y a des nouveaux sujets d'apprentissage. Et ce que je comprends, il y a une notion de flux d'air et une notion de la matière travaille différemment qu'avant. Et la question que je me pose, c'est quoi l'impact finalement sur la prod et les compétences des collabs, quoi. L'impact, il est super important. On demande des métiers complètement différents aux équipes. Ça va nous demander en fait un apprentissage. Il y a beaucoup plus de pièces, c'est plus complexe à fabriquer, c'est plus long. Pendant des années, on avait une forme de compagnonnage qui se mettait en place. Et donc, le chef d'atelier animait la formation des équipes. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Même si on garde, on essaie de garder nos collaborateurs le plus possible. Il y a très peu de turnover, mais tout de même, il faut qu'on évite la dilution de notre savoir. Et c'est comment on a une forme d'apprentissage qui se met en place, sur lequel on puisse se reposer, qu'on a un socle en fait, d'apprentissage pour nous adapter à toutes ces nouvelles pièces qui vont arriver. Parce que généralement, on travaille toujours avec des designs un peu assez différents. Et il faut toujours qu'on s'adapte
au design. Je vois bien l'impact sur le produit. Ce que tu dis, c'est qu'il y a un impact aussi sur, il y a 300 pièces, donc ça veut dire en termes de montage, il a dû se passer quelque chose en termes d'ingénierie process, etc. On peut peut-être aller voir au niveau montage comment ça se traduit. En fait, la transformation, elle a été complètement dingue. Donc il a fallu s'appuyer sur nos managers. Et là, on va aller voir le manager de la production qui va expliquer comment le métier a changé finalement, comment on se met en support des équipes. Il va nous expliquer tout ça parce que là, ça a été un bouleversement dans les équipes. Et là, ça illustre parfaitement ce qu'on vient de dire. Ici, tu vois, on a nos anciens foyers, ceux qu'on a fabriqués pendant des années. Et il a fallu qu'on fasse la bascule sur ce type de foyer beaucoup plus complexe. Et autant là, on arrive en fait à se satisfaire d'une variation de la matière plus ou moins, enfin qu'on arrive en fait à gérer en atelier. Ici, il faut être beaucoup plus fin et on doit développer des gabarits pour nous aider à faire rentrer toute la technologie à l'intérieur. Donc là, on va pouvoir discuter avec Cédric. Cédric est notre manager de la production parce que c'est lui qui a dû faire cette opération, cette bascule d'un foyer simple à des foyers beaucoup plus complexes. Et est-ce qu'on passe d'un mode command and control, exécuter ce que je vais vous dire, ou est-ce qu'on accompagne les équipes pour basculer de l'un à l'autre? C'est ça qu'on va aller voir avec Cédric. Salut Cédric. Bonjour Mathieu. Bonjour Christophe. Salut Cédric, ça va? Ça va. Donc ouais, Mathieu disait qu'il y a un avant et un après. Oui. Donc il y a un petit foyer. Ça c'est un après ou c'est un avant celui-là? Celui-là c'est un après. C'est un après? Alors, on a déjà beaucoup de pièces à l'intérieur. Ok. Là, ce que Mathieu t'a montré, c'est plutôt on est à 7-8 pièces Ok. finies. Et que là, quand il sera fini, on va rajouter les verres, etc. On monte jusqu'à pratiquement 300 pièces. 300 pièces, oui. Ok, d'accord. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a vu la partie impact côté client. Il faut que ça soit un produit, tu sois fier, que tu as envie d'acheter, etc. Logique, hein. Mais il y a l'impact aussi sur la prod, les collabs. C'est vrai qu'à un moment donné, en tant que dirigeant, aussi sur les coûts, les investissements, est-ce qu'il a fallu acheter des machines? Est-ce qu'il a fallu investir sur tel et tel endroit? Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment ça s'est fait au fur et à mesure du temps? L'idée, c'est quand même de travailler sur l'humain parce qu'on fait quand même des pièces très spécifiques et qui demandent beaucoup de travail manuel. Et on a axé le travail sur l'humain. Par contre, passer forcément de 7 pièces à 300 pièces, ça quand même demande de l'organisation. Là, on devient plus industriel et moins artisan. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. On veut garder cette casquette artisan. Donc, on a un savoir-faire qui est la chaudronnerie. Et ça ne doit pas se perdre. C'est là où tout le boulot, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire des foyers beaucoup plus complexes. Et c'est maintenant, on a de plus en plus de foyers complexes. Tout ce qu'on sort, c'est vraiment pas des foyers simples. Okay. Alors comment est-ce qu'on le fait avec nos équipes et comment on fait monter en compétence nos équipes? Tout le challenge, en fait, il est là. Ok. Et concrètement, on peut aller côté prod et est-ce que tu es capable de nous montrer des endroits précis où il y a eu un avant et un après, où il y a une transformation? C'est possible ça? Oui, on peut aller voir. Oui. Ok. On y va? Allez. Où est-ce qu'on pourrait visualiser parce que tu passes de 15 pièces, ça 15-20 pièces à 300. Comment ça se gère côté? C'est le collab qui porte tout lui-même? Non. Là, il a vraiment fallu qu'on investisse. Ça a commencé ici par cet atelier où tout a été refait. On a refait toute la dalle. On a un pont roulant, on a des palans. On a mis en place des systèmes de rangement, des bacs orange qu'on appelle ça, nous. On a tout un système également de jeu de gabarit qu'on va retrouver ici. Parce que quand on fait autant de pièces, il faut quand même s'équiper, il faut quand même s'outiller. Et voilà, tout ce que tu vois là, que ce soit ça, que ce soit les transports, les palans, etc., il faut qu'on aide. Et ça, le premier boulot qui a été fait, c'est de travailler sur le 5S. 5S, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, ça veut dire quoi le 5S? Rapidement. Rapidement, en fait, ce qu'on veut, c'est que nos opérateurs ils puissent s'approprier leur poste. On veut pas, je suis pas parti sur une feuille blanche en disant voilà, c'est ça qu'on veut et chaque box doit tous être identique. C'est la question que je me suis posée, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a d'autres industries qui sont passées par là et on se dit, voilà, je pars sur le trait exprès, hein. Ça existe ailleurs, je prends, je fais un copier-coller, j'impose ça à mes équipes et c'est réglé, c'est parti, on y va. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça fonctionne pas. Ce qu'on veut, c'est que ce soit nos opérateurs qui s'approprient le poste en disant, écoute, moi, on travaille, condition numéro 1, c'est la sécurité. Une fois qu'on a bossé sur la sécurité, on se met d'accord sur qu'est-ce que tu as besoin pour bien travailler. Toi, moi je suis droitier, moi je suis gaucher, d'accord. Moi je suis grand, donc mon étagère, je veux à cet endroit-là. Je trouve ça plus pratique quand j'ai ma table qui puisse être rotative. Ok,
Donc on a donné les outils, on a donné les moyens de façon à ce qu'ils puissent s'approprier le poste. Après, il y a des choses beaucoup plus compliquées comme un palan, il faut quand même qu'on investisse. Mais l'investissement, il a été fait et on a demandé aux gars de s'approprier le box et pas l'inverse. On n'arrive pas en disant, le 5S, souvent on dit, bon, copier-coller, nettoyage, rangement. Non, c'est pas ça qu'on veut. On veut un poste vivant et qui corresponde à la personne qui travaille au quotidien. Donc ça veut dire que là, si on se balade, on va avoir des choses, les mêmes objets, les mêmes outils, mais par contre, ils peuvent être dans des endroits différents parce que c'est l'opérateur qui se l'est approprié, c'est ça? Exactement. Ok, d'accord. Je peux donner un exemple très concret. On a des supports pour supporter les foyers qu'on vient de voir. Bon, bah, les gars, ils ont dit, c'est chiant, à chaque fois, il faut qu'on tire nous-mêmes. Et donc, on s'abîme les épaules. Mais ils ont développé eux-mêmes leur support de façon à ce qu'ils puissent le tourner avec des... On peut aller voir le support, c'est possible? Allez, viens, je t'amène. Je vais en avoir ici. Tac, ok. Ça, c'est vraiment... Avant, il était fixe. Hein. Il se fixe sur le poste, il ne bougeait pas. Ok. Il fallait forcer sur le foyer pour le faire tourner. Avec besoin, à un moment donné, de se poser la question, comment est-ce qu'on peut faire monter en compétence, de quoi on a besoin pour faire monter en compétence nos collaborateurs. On a réfléchi à différentes solutions. Il y en a une où on était sûr, on savait ce qu'on ne voulait pas, c'était de rajouter une strate dans la hiérarchie, rajouter de la bureaucratie, un chef, un sous-chef. C'est pas ça qu'on voulait. On voulait vraiment des gens sur le terrain. Et c'est là où est venue l'idée de mettre en place des team leaders pour faire le relais en fait. C'est les mêmes compétences ou est-ce qu'il y a des nouvelles compétences à acquérir? Ça reste des soudeurs ou des chaudronniers. Ok, le métier de base reste le même? Tout à fait, mais il a fallu qu'on l'organise différemment. Ok. À la base, tout au début, il y a plusieurs années, le chaudronnier allait du début, il allait récupérer sa tôle, il pliait sa tôle, il allait jusqu'à la soudure. Ce qu'on a vu tout à l'heure, voilà, il faisait tout de A à Z. Maintenant, il a fallu mettre en place plus d'organisation. Il y a plus de pièces. Donc il a fallu mettre en place des sous-ensembles, commencer à ranger, à stocker les pièces comme je viens de montrer tout à l'heure. Et du coup là on commence à passer sur certains foyers à faire de la mécano-soudure. On a suffisamment mâché le travail en amont, là on devient un peu plus industriel. Et on ne veut pas perdre parce qu'on ne fait pas que ça, il y a des foyers qui sont plus industriels, des foyers qui restent vraiment très artisanales. D'accord. Et ça, il y a vraiment une forte valeur ajoutée. Dans ce qu'on fait, la tôle, elle bouge, elle travaille. Mais tu en as parlé tout à l'heure, dès que ça chauffe, ça se dilate, etc. Donc il y a quand même besoin de chaudronniers qui savent ce que c'est que de travailler avec la tôle. Ok, donc c'est vraiment le challenge, hein. Industrialiser, mais en gardant cette touche artisanale, humaine, qui fait la différence et qui fait que votre produit est extraordinaire et c'est une œuvre d'art. Pas comme les autres foyers ou les autres produits du marché. Tu parlais de team leader, Cédric. Je pense que ça peut être hyper intéressant de discuter avec un team leader ou deux, essayer de comprendre un peu comment, c'est quoi leur rôle. Il y a moyen d'aller les voir? Oui, bien sûr. Oui, okay. On y va? Un team leader. Super, merci beaucoup Cédric. Cédric nous a parlé de l'impact que ça a sur les méthodes, sur les personnes. Il nous a donné un indice pour réussir à adapter ça sur le terrain, le rôle du team leader. Je vais chercher Jocelyn et on va lui demander de nous expliquer un peu plus ça. Allez, suis-moi. Bonjour, salut Jocelyn, ça va? Bienvenue, content de te recevoir dans nos moi ateliers. aussi, vraiment. On était avec Cédric. Cédric nous a expliqué le déroulement, le produit, l'impact sur la matière première, l'impact sur les personnes, etc. On essaye d'adapter ça au mieux sur le terrain et à un moment donné est arrivé ce rôle de team leader. Tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus son rôle. Alors le team leader, c'est un rôle en fait qui s'est implanté. Donc c'est les besoins effectivement de la part de Cédric d'avoir des relais. Il a expliqué que les foyers étaient de plus en plus compliqués au niveau du nombre de pièces. Donc on avait besoin d'avoir ce relais pour aider le management. Donc le team leader, c'est un personnage un peu particulier. C'est un personnage qui n'est pas orienté forcément directement sur le produit, sur la qualité du produit, c'est plutôt un personnage qui est orienté vers son équipe. Faire en sorte que son équipe soit dans les meilleures conditions pour que la journée se passe bien, que le défi à relever pour la semaine se passe bien. Donc c'est un regard différent qu'on apporte au manager. On fait le pari, si les collaborateurs sont dans de bonnes conditions pour travailler, on va avoir une belle prestation qui va être faite par la suite. Ce que je comprends, c'est qu'on injecte énormément de changements. Le business évolue, les évolutions sont là. Il protège un peu l'équipe ou c'est quoi? Alors effectivement, il va protéger l'équipe. On va jouer en fait au niveau de la maison de TPS, au niveau du socle en bas. La confiance mutuelle, le travail collaboratif, c'est vraiment en fait cette essence que les team leaders vont avoir. Mais ça va également changer au niveau du management. Le manager, Cédric en l'occurrence, va avoir d'autres discussions avec ses collaborateurs, avec ses team leaders, qui vont s'attacher véritablement en fait au poste de travail, au 5S, à la résolution de problèmes, à toutes ces parties-là au niveau de la base en fait de la maison de TPS. Ok, d'accord. Donc on descend une décision et sur le terrain, on a un team leader qui crée des conditions où ça se passe bien. C'est ça. Mais ça se passe jamais vraiment bien. Exactement. Et ces problèmes, on en fait quoi finalement?
Alors les problèmes du fait de l'équipe, déjà, de team leader, on va leur laisser la possibilité de résoudre les problèmes à leur niveau. On leur donne l'autonomie et pour apporter les premières solutions. Là aussi, d'un point de vue management, il va falloir avoir une approche différente. Il faut faire confiance à son équipe, il faut laisser se développer les solutions. Alors naturellement quand même, il y a deux facteurs qui sont importants. Le manager va avoir un apport sécurité. Est-ce que la solution que l'équipe a trouvée a un risque pour le collaborateur, l'infrastructure ? Oui, non, s'il n'y a pas de risque, on laisse passer. Est-ce que la solution qui est trouvée va impacter le client final qui va être dans son salon avec sa cheminée? Oui, non. Ok. Si c'est deux réponses, on peut lancer la solution. Ok. D'accord. C'est le but et c'est le rôle de ce manager de se faire confiance et d'essayer. Ok. Et le point important, c'est que le manager doit des fois se mordre un peu la langue. La solution qui est apportée n'est pas forcément ce qu'il estime la meilleure. Mais il faut laisser faire en fait les équipes. On est un peu dans l'apprentissage. On ne comprend que si on fait les choses, on implique. Et c'est là où les opérateurs s'impliquent dans les solutions. Ok. Tu aurais un exemple de... Eh ben, écoute, on va aller voir François. Ok. Salut François. Salut Christophe, bienvenue chez TUS. Merci. Enchanté, ravi. Merci aussi. Dis-moi, Jocelyn me parlait de résolution de problème. Qu'est-ce que ça veut dire chez toi, résoudre un problème? Qu'est-ce que c'est chez moi? Déjà, je m'en sers pour développer mes collaborateurs. Ok. C'est ça le rôle d'un problème, c'est ça, de développer tes collabs? On travaille ensemble autour d'un paperboard. Ok. Le début du résolution de problème, c'est qu'il faut définir de façon la plus précise possible le problème. Ok. On a eu des pièces en conforme, Ouais. il y a eu des fissures après pliage. Ok. Donc voilà, je te montre un exemple. Ok. Tu peux voir. Tiens. Ok. Fissure après pliage. Ok. Pour l'instant, la seule certitude qu'on a, c'est que ces pièces elles sont découpées à l'extérieur. Elles ne viennent pas de chez nous. Ok. Donc on ne connaît pas la matière. D'accord. Voilà. Donc après, encore ensemble, on essaie de trouver toutes les causes possibles et les solutions qu'on pourra apporter. Donc nous avons défini deux causes. Le process via les outillages D'accord. et la matière. Matière, c'est la matière première. C'est La ça? matière première. Ok, voilà. d'accord. Dans les solutions, on essaie d'en trouver une. Ok. Juste qu'on amène au bout Ok. pour voir si c'est la bonne. D'accord. Là, on en a deux. Et on a décidé, on s'est dit, il y en a une qui est facile à résoudre, Ok. c'est les outillages. D'accord. On va aller sur le terrain, Ok. on va voir. Ok. On D'accord. va sur la pilleuse, on regarde les outillages, on a les bons outillages, on plie la pièce est mauvaise encore. Ok. Donc ça veut dire que l'outillage il est bon. Ok. Ça ne vient pas de l'outillage. D'accord. Ok. Donc on choisit de mettre en place. La deuxième solution, c'est le problème matière. Ok. Donc on essaie de reproduire le défaut avec une matière qu'on a chez nous en interne. D'accord. Une matière qu'on connaît, Ok. on sait qu'elle n'a pas de problème. On a découpé les pièces au laser, on a plié les pièces. Ok. Donc le résultat, c'est que les pièces étaient conformes, n'avaient aucune fissure. D'accord. Donc on en a conclu, le problème matière était bien celui-là. D'accord. Ok. D'accord. Voilà. Donc ce que je comprends, c'est que grâce à la résolution de problème, vous comprenez un peu mieux votre environnement. Et ça, c'est quelque chose que vous faites régulièrement? On fait régulièrement, chaque fois qu'on a un problème, on fait régulièrement. Ok. Les problèmes sont issus des managements visuels de l'atelier D'accord. ou issus des constats que nous avons dans la journée. Ok. D'accord. Ok. Ça me remonte directement et moi, dès que j'ai un défaut, je déclenche une résolution de problème. Ah ouais, d'accord. Donc c'est extrêmement puissant et vous êtes hyper C'est réactif. Très quoi. puissant, on est très réactif. Ok. Là, le problème, il a été résolu en 2 jours. 2 jours. Donc, à 2 jours, on avait une solution. Et ce que je vois et perçois, et c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que ça vient du terrain. Ça vient Et du donc, terrain, c'est tout vous à qui le fait. détectez et c'est vous qui réagissez le C'est plus nous vite qui réagissons possible. le Et plus donc vite c'est un possible. équilibre entre C'est un équilibre. le management et le terrain. Merci François, c'était génial. J'ai beaucoup appris. Vraiment, merci infiniment. Donc, C'est un plaisir, Christophe. à la prochaine François. À la prochaine, au plaisir. Fini, Christophe, tu vas pas partir comme ça. D'abord, on voudrait te remercier d'avoir pu prendre ce temps avec nos équipes. On a passé une super journée, on s'est éclaté à raconter notre histoire et ce qu'on a mis en place. Moi j'ai adoré grave aussi, hein, donc c'était super, super sympa. Vraiment, j'ai vu une tonne de choses extraordinaires. Merci infiniment. Merci à toi et tu pars pas comme ça. On a quelque chose à te montrer. C'est vrai? François, Christophe, viens voir. chez TUS, on n'est pas des rigolos, on fait pas semblant. On a un Ah, petit cadeau pour toi. c'est quoi? Eh, je connais ça. Regarde ce qui est en train de se passer là-bas. Vous voyez là? Ouais.
Merci infiniment Sophie, on a passé une super journée. On voit vraiment l'évolution de la boîte et comment vous mettez tout ça en place. Le rôle des team leaders, toi ça t'aide dans ta façon de manager, diriger l'entreprise? Alors je dirais que ça me tranquillise. C'est que je vois vraiment l'effet sur la sérénité des gens, leur capacité à travailler ensemble. Les choses se font sans que moi j'ai besoin d'intervenir. Et donc ça a vraiment un côté très apaisant et rassurant. C'est ce que tu maîtrisais avant dans tes autres activités, c'est repasser ce côté lâcher prise où tu faisais confiance aux gens, ou c'est un modèle standard? J'ai connu des modèles où on essayait de développer l'autonomie des gens, mais de façon aussi incarnée que chez TEUS, où vraiment l'intention première, c'est de développer l'humain et de croire que c'est l'humain qui va permettre le développement de l'entreprise. Je ne pense pas avoir croisé d'entreprise où ce soit autant intégré dans l'ADN de la boîte. Et c'est pour ça que je suis là. Ce que je veux aussi rajouter, c'est que ça nous aide vraiment au niveau de la direction, de vraiment descendre sur le terrain, discuter avec les gars, rendre visible finalement ce qui se passe réellement sur le terrain, voir avec eux leurs problématiques et nous derrière nous ajuster. C'est vraiment l'hélicoptère, on prend de la hauteur, on regarde ce qui se passe et on va surtout vérifier que les décisions qu'on prend à un moment donné, elles ne sont pas complètement décorrélées de ce qui se passe réellement sur le terrain. Parce qu'en fait, une décision qui est prise, ça crée forcément des contraintes auprès des équipes. Ça, on n'en veut pas. On veut travailler ensemble, on veut travailler le teamwork. J'en profite aussi pour remercier vraiment toutes nos équipes aussi qu'on a pu voir tout le long de la journée. C'était vraiment important de travailler avec eux. Il y a un boulot qui est énorme. On apprend tous les jours avec eux, on parle beaucoup ensemble et c'est ce qui nous permet aussi d'aller plus loin. Donc merci à vous, en tout cas. Merci à l'équipe de Time to Gemba. On a passé un super bon moment. Le thème de l'épisode, c'était l'évolution. Comment s'adapter en permanence à l'évolution de son secteur, l'évolution des technos. Le message clé à retenir, c'est développer le capital humain. Tu vois, Mathieu, Sophie prennent des décisions. Par contre, ils vont régulièrement sur le terrain pour pouvoir comprendre l'impact de leurs décisions. Comment, en développant la capacité aux gens de réagir, en développant l'autonomie. Le rôle clé, ça reste le team leader. J'espère que tu l'as vu. Moi, j'étais bluffé aujourd'hui par ces allers-retours permanents entre le client, le produit, le process, le collab, la stratégie, le terrain. C'est un truc de fou. J'espère que tu as passé un super bon moment. Moi, je me suis régalé. Rendez-vous dans 2 ans. Dans 2 ans, on va refilmer, ça va être génial. Écoute, si tu veux en savoir plus sur l'approche de TEUS ou le management en ligne, je te mets juste en dessous, en description, un petit lien et n'hésite pas, contacte-moi et on peut en parler. Ils vont sur le terrain régulièrement pour pouvoir allumer la flamme, pour allumer des foyers, tu vois, ce côté étincelle pour faire en sorte que les gens réfléchissent et ça, c'est génial. N'oublie pas, it's time to Gemba. Tu es à un seul Gemba de découvrir une idée cachée, un insight, une pépite. Allez, je te dis à très vite. Bye bye. C'est Noël avant l'heure. Bah, du coup, pour remercier toute l'équipe et Christophe qui est intervenu, il va repartir avec le bras zéro. Donc on a pu faire la cuisson à midi, tout a été réemballé. Il part avec et ce soir il nous dit ce qu'il en pense. Ce soir c'est magret, magret et cœur de canard. Salut toi. Je vais lui trouver un prénom. Prends-en soin, amuse-toi bien. C'est vrai? Ouais. Mais je pense que je vais bien m'amuser, c'est sûr que ça. On se retrouve dans 2 ans. À très bientôt.